Donc en fait, elle se présente dans un menu. Au début, vous avez une partie témoigner, une partie statistique, qui vont concerner en fait les résultats des observations, une partie communauté et puis quitter. On va commencer par la partie témoigner. Donc l'image, je peux revenir en arrière si tu veux, c'est pour l'image que vous avez ici en fait c'est la version de tablette. Donc vous avez le menu qui reste fixe sur la gauche dans la version tablette. Ce qui est plus logique, ça permet d'avoir une place plus importante pour la partie de droite. Voilà. Donc la première partie, c'est juste en fait lorsque vous cliquez sur témoigner, on vous prévient un petit peu qu'il faut, c'est préférable en fait d'avoir une connexion Wi-Fi et d'un accès de localisation GPS dans le cas où vous vouliez faire une localisation immédiate du témoignage. Donc dans cette partie, il n'y a rien de spécial en fait, donc je peux passer finalement. Alors, si je dis, bon, on va faire les choses comme il faut, en fait, ici, vous avez deux petits boutons, Internet actif et GPS actif. Le logiciel va détecter, en fait, si ces paramètres sont actifs, et dans le cas où ils ne le soient pas, les boutons que vous voyez ici en dessous vous permettent d'accéder directement à ces parties-là, et donc de gérer votre Wi-Fi, de gérer votre GPS. C'est essentiel, en fait, pour avoir vraiment un accès sympa à l'application, c'est-à-dire accéder à la carte, notamment. On va voir ça après. Donc on a un petit bouton en haut à droite qui vous permet d'accéder à la première partie que je vous avais exposée tout à l'heure, c'est-à-dire en fait l'environnement. Alors là-dedans, j'ai fait le choix de faire un choix des différents items, donc des différentes variables, situation, environnement, enfin on va le voir au moment de la journée, météo, etc., par le biais d'icônes. Donc on a quand même en fait une référence textuelle à la situation, mais c'est utilisable par n'importe qui. Hein. J'étais à pied. Je vais passer rapidement sur tous les items, comme ça permettra aux gens qui veulent revoir la vidéo par la suite d'avoir l'intégralité. Donc dans la partie situation, on a à pied, en voiture, en train ou dans un véhicule motorisé, en l'air, en avion, en faisant du parapente ou en hélicoptère, peu importe. Vous avez en bateau, on n'en parle pas assez, mais il y a quand même pas mal de cas d'observation d'OANI, d'objets aquatiques non identifiés, même si ça peut être un objet volant à ce moment-là, et à l'intérieur. Deuxième partie, l'environnement. Donc, vous avez remarqué qu'en fait, à chaque début de galerie, vous avez un point d'interrogation, c'est je ne sais pas. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, le gars qui ne sait pas s'il est à l'intérieur ou dehors, ben, ça peut arriver. Donc, c'est une application pour tout le monde. Si vous ne savez pas, simplement la donnée n'est pas répertoriée. Voilà, elle ne sera pas considérée comme valable dans le résultat final. Donc l'environnement, vous avez en ville, en agglomération, vous avez en campagne, donc ou un endroit peu habité, petit village, vous voyez, enfin, vous imaginez un peu la situation, un endroit où il n'y a pas énormément d'activité humaine. Vous avez en montagne, là on touche à l'altitude, montagne, hauteur. En région côtière, donc tout ce qui se trouve au bord de la mer, au bord des lacs, et en mer. Alors j'ai évité la situation où on est sous terre, parce que là il faut nous téléphoner directement, je pense. Je rigole pas. Le moment de la journée. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait cette donnée-là, elle a été faite de façon aussi à correspondre à d'autres bases qui sont existantes, dans lesquelles les questionnaires demandent aux observateurs s'ils étaient, enfin à quel moment de la journée se situait l'observation. On va voir qu'on peut recouper cette donnée avec l'heure de l'observation, donc après on peut travailler dessus et dire bon, ben, à telle heure il fait telle clarté ou autre. Mais c'est une façon habile en fait et rapide de pouvoir déterminer le moment de la journée, donc le matin, hein, en plein jour, au crépuscule, au twilight pour ceux qui aiment, et de nuit. Alors de nuit on voit rien, mais c'est normal puisque c'est de nuit. La météo ensuite, alors, on a une différenciation jour-nuit qui se trouve au-dessus. Ici en dessous, donc on ne prend pas en compte le fait qu'il y ait qu'on soit de nuit ou de jour, c'est simplement la météo. Donc quand je mets un soleil en indiquant un ciel dégagé, ça peut être un ciel nocturne dégagé évidemment. Donc bon, nuageux, pluvieux, orageux et neigeux. Voilà, première partie environnement. On a déjà fait le tour de pas mal de choses alors, au niveau de la situation de la personne.
d'observateur. Dans la deuxième partie, géolocalisation. Géolocalisation, là-dessus, on va pouvoir donc indiquer là où on se trouvait, et j'insiste sur le fait qu'on va pouvoir indiquer là où on se trouvait, dans le sens où ce logiciel, c'est pas un logiciel espion. On n'est pas en train de récupérer votre géolocalisation et de la balancer dans une base de données, vous n'êtes pas traqué. Vous comprenez bien le truc, c'est simplement indiquer là où vous vous trouviez au moment de l'observation. Si c'est chez vous, c'est chez vous, mais ça on n'est pas censé le savoir. En revanche, ça permet d'avoir des indications qui sont extrêmement précises. J'aurais aimé faire une démonstration assez sympathique sur Lyon, puisqu'on est à Lyon aujourd'hui, et puis finalement on va la faire à Paris, c'est pas plus mal. Donc là, vous avez la possibilité de pouvoir dézoomer, donc vous devez voir au fur et à mesure, vous pouvez dézoomer sur la carte et aller vous placer dans un tout autre endroit. Par exemple, vous pouvez très bien être rentré chez vous et avoir fait une observation dans un lieu tout à fait différent. Vous n'êtes pas obligé de faire une observation sur le vif. Alors, évidemment, on peut orienter la carte, etc. Je vais rester sur Paris parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Châtelet. Au Châtelet. Siège du CNES. Oui, bah, très bien, très bien. On va se mettre. Je crois que par défaut j'étais près du Louvre, je sais pas, je vais me mettre là par exemple. J'étais ici. Alors l'avantage de l'application en question, c'est que là on est sur le Pont Neuf. Je suppose que sur le Pont Neuf, si je clique par exemple sur le Google Car Street View, je dois pouvoir obtenir, voilà, j'obtiens une vue. Alors la vue, pardonne-moi Daniel, je vais un peu vite, mais tu reviendras un peu en arrière après, jusqu'à la vue en question. Voilà. En fonction en fait du support, vous aurez une vue intégrale, comme c'est le cas ici. Même chose sur les smartphones classiques. Comme je vous l'ai dit, là aujourd'hui je fais une démonstration avec un prototype. Voilà. Donc j'ai un petit carré blanc sur le côté, ça n'existe pas normalement. Donc là je peux me repérer assez facilement. Alors comment? Ici je vais cliquer sur la carte pour me géolocaliser. Le premier bouton, en bas à gauche, voilà, il concerne l'azimut. L'azimut, on sait que c'est la direction dans laquelle je regarde. Donc je clique sur le bouton azimut, automatiquement vous avez vu que la carte, enfin vous avez dû voir la carte qui se repositionne et en position nord. Ici, je vais pouvoir indiquer si je regardais, alors par exemple, vers le sud-ouest. Je peux contrôler si d'aventure je suis dans un lieu parcouru par les Street View, j'aurai une vue qui correspond à mon azimut. Si maintenant je regarde par exemple vers l'ouest, je vais avoir une vue évidemment différente. Et ainsi de suite, donc par exemple je vais me tourner à l'opposé, vers le nord-est, et là je vais pouvoir vérifier qu'effectivement j'avais vu quelque chose au-dessus de ce bâtiment-là. Je vais garder cet exemple-là pour la démo. Donc on a vu l'azimut, donc l'azimut se met en place et s'enlève juste avec un bouton, ce qu'on appelle un switch en fait, hein, on-off, pour pouvoir se repositionner à n'importe quel moment. On peut, à des fins pour mieux se localiser en fait, on peut aussi incliner la carte à 45 degrés, ce qui va permettre d'avoir une localisation extrêmement précise, y compris, par exemple là j'étais un peu sur un bâtiment, ben, je vais me décaler un petit peu, je vais mettre précisément là. Voilà, donc 45 degrés, ça permet de pouvoir incliner la carte, de voir l'horizon davantage, et lorsque je vais à nouveau cliquer sur l'azimut, il ne faut pas s'inquiéter, je me repars tout de même vers le nord. Donc l'azimut que je vais indiquer une fois après avoir cliqué, va être l'azimut correct, quel que soit mon positionnement. Latitude. Alors latitude, ça ouvre une autre fenêtre. Voilà. Donc cette fenêtre-là, en fait, elle va permettre de déterminer l'élévation qui correspond à l'observation. Donc vous avez un petit curseur ici, et je vais pouvoir augmenter. Tout ça, c'est évidemment c'est de l'estimation, hein. On n'est pas au degré près, mais ça donne quand même une idée, et ça peut donner ensuite de bonnes idées même à l'enquêteur sur la façon dont s'est déroulée l'observation. Ça fait partie aussi du tri que l'on peut faire pour des observations, pour la validité des observations en fait. Donc une fois que j'ai validé mon angle, je clique sur OK. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'azimut on-off, on a vu l'altitude. Ici, oui, j'ai un petit bouton qui s'appelle observateur par défaut, c'est-à-dire qu'en fait je me clique en tant qu'observateur à un endroit de la carte. Maintenant, si je clique sur ce bouton-là, il se change en phénomène. Alors phénomène, ben, ici je vais pouvoir indiquer l'emplacement où j'ai vu le phénomène. Donc je clique dessus, là comme j'avais dit, j'étais un peu cabotin, j'ai mis un petit
vaisseau spatial, là, qui ressemble d'ailleurs étrangement à la soucoupe d'Adamski. Voilà, c'est pour indiquer l'endroit où se trouve le phénomène. Donc là, si je veux être en accord avec mon observation, je vais cliquer sur l'azimut et je vais indiquer la direction sud-ouest, voilà, ce qui est le cas ici. Vous y voyez suffisamment là sur l'écran. Voilà, donc ensuite je peux recliquer sur phénomène et puis recliquer sur observateur, etc. Je me positionne. On a fait le tour là d'ailleurs sur la géolocalisation, c'est assez simple. Je pense que on a même pas mal de chances de pouvoir l'utiliser quelle que soit la région dans laquelle on habite. Je veux dire par là que de nos jours, à peu près tout le monde sait se servir de la géolocalisation, donc là il n'y a pas de complexité. Alors la page suivante, là ça devient intéressant. C'était intéressant avant, mais c'est encore plus intéressant. Je reviens en arrière, je reviens sur mon Street View. Il se trouve que l'endroit de mon observation correspond à l'endroit où est passé un Google Car, donc j'ai une image de mon observation. Je vais supposer que par exemple j'ai observé un phénomène ici, voilà, ou ici. Ça pourrait peut-être une autre direction. Ici, j'ai un petit bouton qui s'appelle Capture. Donc là, je capture, je vais cliquer, il va conserver en fait la photo Street View. Alors c'est assez génial parce que si je n'avais pas pris de photo à ce moment-là, j'ai déjà une idée de ce qui s'est passé à cet endroit-là. Je vais vous montrer, il y a d'autres techniques. Donc ici, alors toujours pareil, ne faites pas gaffe au carré blanc, la réalité de l'application, elle se situe, voilà, là je vais simplement changer la vue, tu peux faire avancer juste un tout petit peu, voilà. Elle reprend l'image dans son entier. Cette image Street View, elle est un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que les images Google Car, la caméra qui se trouve sur le Google Car, en réalité, font une capture de l'environnement à 360 degrés, et avec un pitch, c'est-à-dire en fait une élévation, qui va pratiquement du bas de la voiture jusqu'au zénith. On ne va pas du nadir au zénith, mais on est quand même proche du zénith. Donc j'ai modifié le pitch de la caméra des Google Car. Donc quand vous allez vous regardez une image de Street View, elle ne ressemble pas à ça. C'est normal parce qu'en fait là j'ai accentué la possibilité de regarder le ciel, parce qu'éventuellement les trucs qui volent ils se trouvent plutôt en haut. Donc on a remonté en fait sur l'observation de la Google Car, on est remonté un peu plus vers le zénith. Et j'ai utilisé une technologie qui me permet de graber, de ramasser en fait des images qui soient un peu plus larges. Ça permet vraiment de ne pas se tromper de ce côté-là. Donc la partie simulation, ici vous voyez au milieu j'ai une espèce de petit truc que je balade là, avec mon doigt là. Vous avez un petit rond là qui se balade. En fait le petit rond, si je regarde en dessous, il correspond à une série de phénomènes, si on veut en fait, de symboles exactement, qui peuvent être des symboles observés ou observables. Donc on a des symboles très très simples. Hein. La boule, l'étoile, la soucoupe si on veut, qui part d'un côté, qui part à droite, à gauche, selon la direction, etc. On va mieux y voir si on peut retoucher en fait la photographie. C'est-à-dire qu'ici je vais baisser la luminosité par exemple de la photographie si j'étais de nuit. Mais avant d'aller jusque-là, je vais vous montrer un autre truc. C'est-à-dire qu'en fait en dessous, vous avez, donc on a vu qu'on pouvait récupérer une image Street View, une image Street Car. Maintenant, si je reviens en arrière, et que je me trouve dans une zone dans laquelle il n'y a pas de streetcar, c'est-à-dire qu'en fait, je suis par exemple en campagne, pardon. Là j'ai une montagne, par exemple j'étais en montagne. À partir du moment où je clique sur la partie environnement montagne, si je n'avais pas fait de capture streetcar, à ce moment-là je me retrouve avec une image de montagne qui va simuler l'endroit où j'étais. Donc ça permet aussi de pouvoir faire une simulation en fonction. Alors je vous dis pas de bêtises, parce que si par exemple je clique sur la ville, eh bien je vais avoir un fond de ville. Voilà. Donc ça permet de pouvoir faire une simulation. Donc ici je vais pouvoir déplacer l'objet que j'ai observé, l'engin, le phénomène. Je vais pouvoir donc modifier la luminosité de l'image. Ça c'est très important, ça permet de faire ressortir le phénomène, mais aussi de donner des indications en fait de moment. Ici j'ai un petit plus et un petit moins qui me permettent soit de grossir en fait, soit de diminuer la taille du phénomène en question, donc ce qui permet de pouvoir lui donner une impression, si vous voulez, de proximité ou pas. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, en dernière instance, donc là on voit la montagne, et voilà, j'arrive ici, je n'avais pas vu qu'il y avait un clown là, bon, c'est les dessins de ma fille, donc
Il y a une troisième partie, donc on a vu la possibilité d'avoir une image automatiquement en fonction de l'environnement où on se trouve. On peut choper une image streetcar. C'est très important parce qu'en fait, de plus en plus de monde habite dans des zones urbaines et streetcar passe absolument partout. Ils sont même passés devant chez moi, pourtant c'est super perdu. Daniel pourra vous le dire. Et donc ici, je vais avoir la possibilité de pouvoir aller chercher une image qui est dans mon répertoire. Donc d'uploader si on veut une image, quoi. Donc ici, alors par contre, je ne garantis pas la qualité des photos. Ça c'est... Ouais. C'est pas vraiment un ciel d'été, mais je suis allé la chercher sur mon téléphone. Alors je vais en prendre une autre. Je n'ai pas beaucoup, puisqu'en fait, c'est pas mon téléphone. C'est pour ça. Donc je prends un fond clair. Voilà, par exemple, ça vous donnera... Vous pouvez imaginer que ça peut être n'importe quelle photo que vous avez prise à ce moment-là. Alors, si le phénomène se trouve dessus, vous avez pris une photo du phénomène à ce moment-là, vous pouvez soit écarter le phénomène qui est présentable, en faisant un clic dessus, vous pouvez même le faire disparaître. Bon, là pour la démo, je vais le laisser actif. Si vous faites juste un clic dessus, il va s'en aller et vous pourrez faire parvenir votre photo directement. Donc vous choisissez votre photo, vous mettez importer photo, et à partir de là, la base de données sera équipée de cette photo-là. Sinon, si vous n'avez pas, vous avez le streetcar, vous avez la photo par défaut. Je vais garder celle-là, donc je vais pouvoir quand même modifier la luminosité, je peux modifier la taille. Ici, je vais changer le type de symbole. Donc vous verrez, évidemment, ces symboles-là peuvent être augmentés, on va pouvoir les étoffer en fonction aussi des observations et des remarques qu'on aura sur l'utilisation de l'application. On n'est pas dans le définitif. Hein. Loin de là, l'application se veut open source. Dans l'idée en tout cas. Donc il y a un peu de tout. Hein. Là, vous avez de la lanterne thaïlandaise, vous avez du tube, vous avez du triangle, vous avez des formations lumineuses. C'est peut-être la patrouille de France, on ne sait pas. Ouais. Il ressemble. Celui-ci ressemble. Là j'ai fait exprès, celui-ci ressemble. Oui. Donc vous verrez, il y a un peu de tout, il y a des choses bizarres. Enfin, voilà. Donc ici, on a une simulation. En dessous, on peut aussi changer la couleur. Si par exemple, en fait, mon truc, il n'était pas du tout comme ça, mais il était plutôt vert. Ici, j'ai la possibilité, en cliquant sur couleur, de pouvoir indiquer une luminosité et une couleur particulière. Donc il y a tout le spectre. Hein. C'est pas des couleurs web, vous avez une quantité définie. Même chose, évidemment, toutes ces couleurs vont se retrouver dans la base de données. Là, je vais le laisser en vert. Comme ça, c'est bien visible. Et puis, une fois que c'est bon, je clique sur valider, juste en bas à droite, là. Et ça y est, mon image ma simulation est faite. Donc il faut bien comprendre qu'on peut arriver à faire des simulations assez extraordinaires, parce qu'en fait, en jouant sur la taille, la couleur, le type de phénomène, on peut pratiquement, j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir cerner à peu près tout ce qui se voit. Du bolide, en passant par le disque, la boule, et évidemment, je pourrais presque supposer le quadricoptère, ce genre de truc-là. Donc ça peut s'étoffer de toute façon. Donc voilà, c'est la partie simulation. Ça c'est vraiment unique au monde, c'est-à-dire qu'en fait là aujourd'hui, il n'y a pas d'application qui permette de faire une simulation d'observation. Ça va permettre aussi à l'enquêteur de pouvoir immédiatement jauger de l'intérêt de l'observation. Parce que si vous avez juste une petite étoile dans le ciel, ça va regrouper peut-être d'autres témoignages, ce sera très intéressant. Maintenant, si vous avez une grosse boule qui fait la moitié du jardin, alors oui, évidemment, comme je peux reprendre des applications, enfin des images qui sont déjà réalisées, je vous montre une petite astuce, puisqu'on est en démo, on a le temps, voilà, je vous montre ça vite fait. Par exemple ici, je prends ma petite baudruche verte là, et puis j'ai déjà validé, je crois, oui, j'ai validé. En fait, si je fais importer photo, théoriquement, je dois pouvoir retrouver cette même photo. Ici. Oui. Et en fait, je peux même m'amuser à mettre autre chose, vous voyez. Donc je peux avoir un groupe de petites baudruches vertes chez moi. Et si je revalide, il va me recréer encore une simulation comme ça. Donc en fait, il y a vraiment des possibilités créatrices pour essayer d'exprimer au mieux, en fait, bon là j'ai pas... d'exprimer au mieux l'observation qu'on a réalisée. Après, il y aura un petit manuel qui sera mis en ligne pour aider dans cette partie-là. Ça pourrait être intéressant. Allez, je valide et j'en laisse 3. Partie suivante. Alors après, c'est très simple. On a vu la situation de l'observateur, on a vu la géolocalisation, éventuellement la simulation de l'observateur, ce qu'il a observé. Là maintenant, on est dans la caractéristique du phénomène. Donc ici, même chose en fait. On se retrouve avec une petite galerie.
que je vais pouvoir faire circuler. Alors je vais passer un peu plus lentement pour qu'on ait le temps de voir les différents items qui ont été proposés. Là, la réflexion s'est faite à plusieurs. On a réfléchi assez longtemps à essayer de proposer un panel qui puisse toucher aussi à peu près tous les types d'observations, qu'ils soient, on va dire, explicables ou pas. C'est-à-dire, en fait, bon, ben là, vous voyez, vous avez traînée lumineuse. Pour ceux qui sont au fond, je vais lire au fur et à mesure. En fait, je vais me rapprocher parce que je n'y vois plus rien. Astre très lumineux. Donc, astre très lumineux, pas mal on peut confondre assez facilement avec que ce soit des entrées, enfin, des satellites, des astres, etc. Point lumineux en mouvement. Donc, j'ai un point lumineux en mouvement. Ça, vous reconnaissez, j'ai passé la photo tout à l'heure, c'est moi qui l'ai faite. La formation lumineuse. Des points lumineux stationnaires. Un phénomène lumineux étrange. Bon, vous remarquerez que les dessins sont très vagues, hein, en fait, ça permet de pouvoir coller au mieux à l'observation. Ici, on a un triangle lumineux, alors il y a aussi des phénomènes qui sont récurrents. Le triangle, en l'occurrence, moi je ne suis pas ufologue, mais de ce qu'on m'a dit, il y en a pas mal. Objet volant oblong. Alors j'ai précisé oblong, ce qui veut dire légèrement allongé, parce que c'est aussi une caractéristique comme le phénomène que j'avais observé quand j'étais gamin, et qui fait partie presque même de la doxa ufologique. Un engin volant, alors la différence d'un objet volant, un engin volant, c'est que le témoin va avoir conscience d'avoir un engin, et non pas une lueur ou un objet quelconque. Donc par défaut, j'ai mis l'illustration d'un drone, mais je suis témoin qu'il peut y avoir des mimétismes assez incroyables. Donc voilà, vous avez aussi un engin furtif, donc une apparition, on va dire, furtive. Des ondes lumineuses. À l'intérieur, c'est plus rare, mais là, il faut se méfier quand même. Des halos lumineux inhabituels. Ça permet de balayer en fait tout le spectre. Objet aquatique, il ne fallait pas oublier. J'ai crop circle, pourquoi pas. Et entité exogène, là voilà. La taille. Donc en dessous, on va déterminer la taille. Donc il faut savoir que l'application est traduite en 3 langues aujourd'hui, puis elle va être traduite en 3 langues. Et il y a aussi un effort qui a été fait sur la traduction des mesures. Donc vous avez des mètres, par exemple pour le français, vous aurez des pieds pour l'anglais. Enfin, tout ça correspond. Hein. Donc là, vous allez pouvoir déterminer, ça faisait plus ou moins de 50 mètres, 100 mètres, etc. L'altitude, on se retrouve à la même galerie, donc au sol. Basse altitude, alors j'ai mis l'image de parapentiste, c'est basse altitude. Le niveau des nuages, la troposphère, ce sont des altitudes qui sont facilement déterminables en fait. On n'a pas besoin d'être un météorologue pour voir à peu près une chose qui est au sol, qui est légèrement plus haut, qui est au niveau des nuages, en dessous des nuages, sinon s'ils sont au-dessus, ben, on ne le verrait pas. L'altitude aéronautique, c'est l'altitude à laquelle on voit passer les chemtrails. L'altitude, donc l'aérospatiale, ça parle de lui-même, et astronomique, vous avez compris. On va laisser sur l'aérospatiale. Ensuite, toujours dans les caractéristiques du phénomène, on a donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai essayé de découper ça en 2 parties, le début de l'observation et la fin de l'observation. Donc je vais supposer qu'au début de l'observation, mon objet, mon engin, mon phénomène était immobile et qu'il avait une vitesse nulle. Jusque-là, je suis à peu près concret dans mon truc. Enfin, maintenant, en fin d'observation, je vais supposer que mes fameuses baudruches que j'ai à l'intérieur de chez moi, elles ne bougeaient pas, et puis d'un coup, elles sont parties comme ça. Donc, je vais soit indiquer une accélération, une décélération, dans la mesure où, en fait, je l'ai vu accélérer ou décélérer, mais là, en l'occurrence, c'est accéléré. Vous allez voir, il y a plusieurs types de mouvements, immobiles, irréguliers, uniformes. Maintenant, si elles ont disparu sous mes yeux, je peux aussi indiquer disparition, et en accord avec ça, indiquer la vitesse du deuxième temps de l'observation, c'est-à-dire la fin. C'est important parce qu'avoir une description en fait, d'un mouvement d'une vitesse sur l'observation, à moins que l'observation ait été continue, sinon on aura obligatoirement une différence. Enfin, et ensuite, une partie bruit, toujours correspondant aux caractéristiques de l'appareil, ou de l'objet, de l'engin, du phénomène. Donc on a bruit, ben, aucun son, ce qui est souvent le cas. Bourdonnement, pulsation, mécanique faible, il y a un peu de tout. Vous trouverez votre bonheur si vous observez quelque chose d'étrange, je pense.
aérodynamique, jusqu'à choc sonore, supersonique donc. Voilà, pour la description du phénomène, on s'est cantonné à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la possibilité avec ces caractéristiques-là sont déjà assez énormes. On arrive très facilement à savoir si l'observation est peut-être digne d'intérêt, notamment d'une enquête. Ensuite, partie chronologie. Donc chronologie, on va simplement indiquer la date. Bon, je vais laisser la date d'aujourd'hui. L'heure, par exemple, on va mettre 10h08 du matin. Et en dessous, vous avez la durée en heures, minutes, secondes. Très important, ce sont les données qui sont vraiment très importantes. Et notamment au niveau des différentes enquêtes qui pourront être faites, c'est quelque chose d'assez primordial, puisqu'en fait, les observations, on va dire, fugaces, sont souvent le cas. Donc on va pouvoir même indiquer, j'ai vu ça pendant 4 secondes. C'est précis. Je vais mettre 1 minute 4 parce que là on a quand même le temps, c'est samedi. Voilà. Donc ensuite, une partie qui va être beaucoup plus propre en fait à l'observation, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ici, on va avoir la possibilité d'indiquer son sentiment. Alors, je suis resté vague volontairement, mais ça permet quand même de pouvoir en tirer des statistiques. Si par exemple j'ai un certain type de phénomène, on en parlait avec Daniel au téléphone hier, un certain type de phénomène qui provoque certaines réactions, vous pourrez le lire dans les journaux que j'ai ramenés de l'époque, de 1980, vous remarquerez que bien souvent en fait, la réaction a été la peur. C'est en lisant ces journaux que je me suis aperçu qu'en fait mon sentiment n'était pas simplement la surprise, c'était la peur. Et la peur, elle a été, je dirais, mais c'est mon sentiment, c'est personnel, mais je pense qu'elle a été partagée par tous les gens qui ont vu cet objet-là. Alors que par exemple, lors de notre observation avec Richard, au contraire, on a été inondé de joie. Et ça correspond à tout autre type de phénomène. Donc il y a peut-être quelque chose à chercher là-dedans. Je laisse la possibilité aux gens que ça intéresse de pouvoir le faire. Donc c'est très vague, je ne sais pas. Hein, si je sais pas, je ne sais pas. Sentiment, donc ça va de très négatif à très positif, en restant sur rien de particulier, si vous n'avez rien remarqué de particulier. Avez-vous déjà été confronté à ce type de phénomène? Oui ou non? Ça c'est important parce que, alors pour revenir à une petite explication que je vous avais promis tout à l'heure, c'est qu'en fait, le nombre d'observations que l'on peut déposer est de 1. Vous ne pourrez pas déposer 2 observations. Vous pourrez mettre à jour, vous allez voir, vous pourrez mettre à jour votre observation, vous ne pourrez pas en déposer 2. On me dira, oui, mais par exemple, toi, tu en as vu 2. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Ils n'avaient pas de portable à l'époque. Non, qu'un seul, parce qu'en fait, il y a cette question qui dit, est-ce que vous avez déjà été témoin de phénomènes, de ce type de phénomène? Il y aurait peut-être une piste à creuser dans le fait que certaines personnes soient davantage concernées par le phénomène que d'autres. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui sont plus ouvertes à certains domaines? On parle de la nature, on parle de choses qui s'éloignent en tout cas en général de l'activité humaine pure et dure comme on la conçoit. Il y a des tendances. Je ne les connais pas, je l'ai juste entendu parler, mais donc avez-vous déjà été témoin d'un phénomène? Ça peut aussi faire partie d'une caractéristique à étudier sur certains types de phénomènes, certaines personnes aussi éventuellement. Le nombre de témoins, donc là, rien à dire. Et puis le récit des faits, donc si je clique là-dessus, eh ben, je vais avoir la possibilité de rentrer mon petit texte en disant, ben voilà, j'étais en train de faire des crêpes et à ce moment-là, par la fenêtre, j'ai vu un truc complètement dingue et ça a bouleversé ma vie et donc je vous écris pour le dire. Par contre là, je ne vais pas refermer. Comme je l'ai dit, c'est une version prototype. Et donc je vois que mon clavier ne se referme pas alors que normalement il devrait. C'est un peu comme Bill Gates quand il a présenté Windows 95, tout a planté devant des millions de téléspectateurs. C'est sympa. Ça fait plaisir. Oui, voilà, c'est bon. Voilà. Donc le clavier ne se refermant pas, je vais essayer de cliquer n'importe où. Et au bout d'un moment, ça devrait pouvoir fonctionner. Ou pas. Il y a un petit moment comme ça où un ange passe. Alors si vous avez un truc à faire chez vous, si vous êtes sur internet, ou là dans la salle si vous voulez aller boire un coup. On a été piraté par la NSA. Ah non, pas de complot, s'il vous plaît, pas de théorie du complot. Continuer avec voilà. le slide.
voilà, bon, je vais continuer, en fait, je vais quand même pouvoir m'en sortir, parce qu'en cliquant sur suivant, normalement, je m'en tire. Ouais. Merci, merci. Ça a été développé avant-hier. Ce système-là, il n'est pas prévu pour recevoir ça, mais j'avais le câble qui faisait qu'on pouvait faire une démonstration. Donc voilà, j'ai été texte libre, hein, vous voyez, donc je valide mon texte libre, et il sera pris en compte, il sera envoyé à la base de données. Il faut savoir qu'ici, c'est un petit appel aux personnes que ça intéresserait par exemple de vouloir pirater la base de manière assez classique, c'est-à-dire en utilisant par exemple des termes qui vont modifier certaines instructions. Je suis désolé, il n'y a pas d'accentuation, on peut utiliser que des lettres et des chiffres. Vous ne pouvez pas mettre de point, de virgule, et encore moins de dièse, et tous ces caractères-là. C'est pas une erreur, hein, c'est juste pour se protéger. Voilà. Donc la partie qui suit, ce sont les coordonnées. Alors là, les coordonnées du témoin. Ici, vous avez donc classique, le nom, le prénom. On n'a pas besoin de beaucoup d'infos, hein. Il suffit juste de pouvoir recontacter. Par défaut, c'est l'Afghanistan. Eh bien non, puisqu'on est à Lyon, donc on va mettre par exemple la France. Le code postal, le téléphone et l'email. Je répète, nom, prénom, pays, code postal, téléphone, email. Voilà. Les données, alors c'est précisé en haut, hein, je vais lire. Vos coordonnées sont confidentielles et ne sont conservées qu'en cas de nécessité pour vous contacter au sujet de votre témoignage. Et j'insiste sur ça. À aucun moment votre fichier se retrouvera ailleurs, c'est moi qui vous le garantis. Voilà. Donc on arrive à la fin. On a vu qu'on avait, je vais faire un petit flashback après, mais on a vu qu'on avait la situation, on avait la géolocalisation, une simulation, les photos, la partie chronologie, la partie texte libre, les sentiments qu'on peut exprimer à la suite de cette observation, et puis les coordonnées, et puis qu'est-ce qu'on voudrait d'autre en dehors d'une enquête sur place, IPN. Donc validation, ici, donc je précise bien qu'il faille bien relire ce qu'on a écrit et qu'on puisse vérifier, donc juste en faisant circuler, vous voyez, donc situation, j'étais à l'intérieur, j'étais en ville, c'était de nuit, temps neigeux, j'ai les indications de géolocalisation, donc latitude, longitude, azimut, l'altitude estimée, qui est aérospatiale, qui est différent en fait de l'altitude de l'élévation en fait, hein, qu'on a estimé. En dessous, je retrouve ma formidable simulation avec 3 baudruches sur un fond blanc. Ici, vous avez le type de phénomène, la couleur, la taille. Vous retrouvez les mouvements et les vitesses qui ont été observés au début et à la fin de l'observation. Donc le bruit, la date, l'heure de l'observation, la durée. Savoir si le sentiment était positif ou négatif, ben, là il était négatif, forcément mon clavier s'est bloqué, donc je n'étais pas content. Nombre de témoins. Avez-vous déjà été confronté à ce type de phénomène? Oui. Et puis le texte libre qui là ne veut rien dire, mais c'est pour l'exemple. Je valide. Allez, alors je vais vous en parler après, mais la base va être wipée, elle va subir un truncate, c'est-à-dire qu'en fait on va supprimer toutes les données. D'ici, on va déterminer ça, mais je pense d'ici le courant du mois de novembre, on va dire mi-novembre. Donc allez-y, testez l'application. Pour ceux qui ont vu quelque chose, il faudra la re-rentrer à ce moment-là. Après le mois de novembre, toutes les infos seront sur la page Facebook, ça vous permettra de pouvoir y aller à fond. Hein. Vous pouvez vous lâcher. Donc là, témoignage précédent, et oui, parce que j'ai déjà envoyé un témoignage avec ce téléphone. Donc on me demande si je veux mettre à jour. Alors si par exemple j'ai fait un témoignage et puis que je m'aperçois en regardant mon application que finalement je me suis trompé sur un des détails, je peux donc revenir et puis modifier mon observation, ça sera pris en compte immédiatement. Voilà, je dis oui, mets à jour, on voit l'accès à la base de données, et le temps que la communication Wi-Fi fonctionne, l'observation est dans la boîte. Donc on envoie tout, là, à ce moment-là on envoie la photographie, on envoie toutes les coordonnées du témoin, celles du phénomène, celles de l'observateur, toutes les données qu'on avait là-dedans en fait. C'est un peu long, mais je pense qu'il y a des gens dans l'hôtel qui doivent tirer sur le Wi-Fi, regarder des films, je ne sais pas. Je
vais revenir au début. Donc vous avez vu, c'est super simple en fait. Enfin, je pense que n'importe qui peut pouvoir l'utiliser sans trop se casser la tête. Alors, ça pêche peut-être par manque de détails. En réalité, c'est un véritable travail d'arriver à faire en sorte de faire quelque chose qui soit simple et qui puisse, qui s'est complètement appuyé sur les questionnaires que l'on connaît, sur la classification des phénomènes par nos pairs que sont Heineck et Vallée, par le questionnaire du GEPAN, par les questionnaires qui sont disponibles sur les sites internet de passionnés et d'ufologues confirmés. C'est une synthèse en fait de tout ça et c'est assez compliqué de faire une synthèse graphique en lieu de questions avec des QCM. Est-ce que vous étiez en forme? Est-ce que vous aviez la grippe? Est-ce que le vent dépassait tant de kilomètres/heure? Quelque chose de beaucoup plus simple mais qui est tout aussi efficace. De champagne. Évidemment, en fonction, si par exemple on peut supposer qu'un jour ou d'ici peu de temps, on ait une base internationale qui soit mise en... Parce qu'on œuvre pour ça en fait, avoir une base internationale. Si d'aventure on avait une base internationale qui était mise en œuvre, évidemment, vous pouvez compter sur moi pour ajouter les champs en question. C'est ouvert, on est ouvert. Le but étant d'être international en fait. Hein, pour de bon. Le problème, je pense, ou le phénomène, ou l'intérêt doit dépasser le cadre national. Ça, c'est ma réflexion. Voilà. Donc, on revient au menu. Ça y est, j'ai témoigné. Ça va mieux. Et puis, je voudrais voir... non, mais c'est allé vachement plus vite que moi la dernière fois, je peux vous assurer. Bon, j'ai réduit ça de 4 mois à peu près, enfin 3 mois en fait, à 5 minutes. Donc, à présent, j'ai quand même un petit peu envie d'aller voir ce qui se passe. Donc je dis, je le répète, les données qui sont visibles ici sont les données brutes, telles quelles, ça vient d'arriver. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de tri qui est fait là. On peut avoir des observations fantasy, on peut avoir des gens qui se sont trompés, on peut avoir des vraies observations. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du live. C'est-à-dire qu'on va sûrement tomber sur des geeks qui vont cliquer sur ça toute la journée en disant « Ouah, il y a un mec à Tokyo qui a vu un truc et il y a un autre qui a vu ça là. » Donc voilà, je clique sur observation, donc c'est la page statistique. Hein. On a une carte du monde, pardon, je vais revenir, mais on a une carte du monde. Et hop, je vais zoomer arrière. Alors évidemment, toujours pareil, on peut s'orienter, on peut faire pas mal de choses. Bon. Je vais cliquer ici sur observation et je vais pouvoir sélectionner mes dates, les dates parmi lesquelles je compte browser, scanner en fait les observations qui ont été déposées, y compris en fait au niveau du type d'observation. C'est-à-dire que si par exemple je me dis mais je voudrais étudier tel type d'observation en particulier, tel phénomène en particulier, ici j'ai avec le petit slider la possibilité par exemple d'étudier que les formations lumineuses ou les engins furtifs. Ça peut intéresser les gens de la défense au cas où. Ici, donc, je vais indiquer je ne sais pas, c'est-à-dire en fait je prends tous les phénomènes, tout ce qui est passé. J'ai les dates qui sont directement utilisables ici, hein, là je suis à 2014. Je pars du 11 novembre 1970 au 11 novembre 2014, pourquoi pas, et je valide. Donc là, il y a un accès qui est fait à la base de données, vous avez vu que ça va très très vite, et sont répertoriées les différentes observations avec un zoom sur la toute dernière. Donc vous serez au courant de la toute dernière observation. Vous allez voir qu'il y en a 2 à Paris qui sont assez proches d'ailleurs. Évidemment, il y a la toute dernière que je viens de déposer. Donc je vais zoomer. Alors, lorsqu'on est face à une observation, si on clique sur le petit bonhomme, je crois que j'étais sur le pont Neuf, c'est là peut-être, je ne sais plus comment j'étais. Je vais cliquer sur le petit bonhomme en question, et ici je vais avoir un petit panneau qui va s'ouvrir. C'était peut-être l'autre d'ailleurs, oui voilà. J'ai un petit panneau qui va s'ouvrir, sur lequel je vais avoir quelques informations sur l'observation qui a été réalisée. Donc là je sais la date, l'heure, la durée, la latitude, la longitude et l'altitude. J'ai une photo en fait de l'icône qui représente le type de phénomène qui a été observé, ce qui va pouvoir déjà rapidement pouvoir identifier par exemple un phénomène observé par plusieurs personnes. Puisque si dans un même périmètre vous trouvez des gens qui observent la même chose, vous allez pouvoir remarquer aussi qu'en fait les bonhommes sont disposés dans des situations différentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils indiquent la direction dans laquelle ils étaient positionnés. C'est-à-dire que vous avez par exemple le petit bonhomme qui est ici en haut.
ben, en fait, lui, il regardait vers le sud-ouest. Je dis la bêtise, oui, sud-ouest. Alors que celui-ci regardait vers le nord. Vous avez la petite flèche qui est ici, qui donne aussi une direction. Ce qui évite d'avoir une donnée de plus ici. Voilà, ça permet de pouvoir voir au fur et à mesure les observations qui sont réalisées, et évidemment de pouvoir détecter une observation, notamment faite par plusieurs personnes, pratiquement immédiatement, parce que si vous avez, en l'espace de très peu de temps, si vous mettez par exemple sur les quelques heures qui viennent de passer, et que vous remarquez que vous ayez 10, 15, 20 observations de personnes qui sont orientées dans la même direction, qui ont observé à peu près le même phénomène, ou pas d'ailleurs, parce que tout est subjectif, il faut rester honnête. Mais ça permettra quand même de pouvoir faire avoir des relations intéressantes avec les autres utilisateurs qui vont pouvoir communiquer notamment sur les forums, y compris en fait les utilisateurs de l'application qui vont pouvoir témoigner et dire voilà en fait j'ai vu ça, ah oui mais si j'ai une question en particulier à lui poser, cette personne-là pourra être sollicitée sur le forum du projet OSPAN. Donc c'est quand même une bonne façon de pouvoir mettre les gens en relation sans passer, je suis désolé, par les organismes d'État. Voilà. Pour l'instant. Donc voilà, donc ici vous avez le nombre d'observations qui est indiqué en bas. Donc là sur la période que j'ai indiquée, vous voyez, j'ai juste 4 exemples. Et puis c'est à peu près tout. Il faut savoir que la partie que j'ai expliquée tout à l'heure, en fait, donc qui concerne l'accès à l'ensemble de la base de données avec des tris particuliers, complexes, des critères de sélection sur tous les champs de la base de données, se fera via une interface web. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour l'instant en tout cas, on essaie de déployer les choses de manière très sécurisée et très prudente. Donc pour l'instant, ce sera une application web et elle ne sera développée sur tablette ou console que dans un avenir futur. Pour l'instant, on reste dans des choses simples et qu'on sait faire. Voilà. J'ai presque terminé, en fait. Ça va vite, hein. Je reviens ici. Donc on a vu le témoignage, on a vu les statistiques. Et puis je vais cliquer sur communauté. Communauté. Alors ici, vous pouvez signaler un bug. Ça, c'est vachement important. N'hésitez pas. Ça permet de faire avancer l'application. Et c'est comme ça qu'on procède dans à peu près 99,9% des applications qui sont déployées comme ça, d'une manière, on va dire, dans l'esprit open source. Même si c'est pas open source, c'est dans l'esprit. Donc signaler un bug, n'hésitez pas à cliquer sur si vous trouvez des bugs, évidemment en indiquant votre appareil, le type d'appareil sur lequel vous travaillez, parce qu'il y a parfois des différences, même à l'intérieur du même marque, et des suggestions. Alors ça c'est très important parce que on ne va pas dire la meilleure suggestion gagne le pompon, mais c'est pas loin. Si votre suggestion est suffisamment intéressante pour être publiée ensuite sur les forums et être soumise à la sensibilité de personnes qui sont intéressées par le phénomène OVNI, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir en parler et puis pouvoir dire tiens, tu vois, par exemple, dans ton application, ça serait bien de rajouter un truc qui fasse ceci, cela, etc. etc. Les bases elles sont jetées, c'est fonctionnel, c'est ok, ça va dans une base, les trucs sont conservés, cette base va être augmentée par des cas qui sont déjà existants. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Il faut maintenant que l'application soit partagée. Je ne dis pas qu'il faut créer des observations, je dis qu'il faut que l'application soit partagée, c'est-à-dire en fait, vous pouvez simplement télécharger, je le répète, c'est gratuit, vous pouvez simplement télécharger l'application, au moins pour donner une suggestion, dire hey, ton truc c'est pas mal, mais si tu as la nuit, là, tu pourrais rajouter ça par exemple. Vous allez voir pourquoi je dis la nuit, parce que en fait tout ça, ça fait partie d'un travail personnel et qui est mis aujourd'hui en fait qui est proposé à la communauté ufologique grâce notamment à Daniel, à Najib, à Philippe qui n'est pas là aujourd'hui. Mais tout ce qui est la partie programmation, c'est Bibi qui se le tape. Et donc ici vous avez un lien direct vers le Facebook où tout va se passer en fait. Parce que bon, on passe par là, c'est plus simple. C'est une page Facebook, vous n'avez pas besoin, c'est très important, vous n'avez pas besoin d'être inscrit sur Facebook pour pouvoir le consulter. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre de Facebook. Là, vous n'avez pas besoin, c'est une page Facebook. Donc vous pouvez y aller sans être inscrit. Et bon, après, si vous laissez un commentaire, il faudrait quand même mettre votre nom. Vous avez un lien vers l'application de Najib qui va vous présenter. OVNI Direct, avec donc la possibilité aussi de pouvoir recouper une actualité qui a lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il ne dort pas. C'est vrai. Tout le temps. Frigo, la nuit, non, tac, application, hop.
Ensuite, on a en dessous un petit message, et ça c'est super important. Je dis ça parce qu'en fait, comme dans tous les projets, il y a une pérennité qui est engagée, enfin, c'est un gros travail. Et ce travail-là, il est fait, ça paraît un peu poussé de le dire, mais il est fait sans aucun moyen. Aucun moyen. J'ai acheté un serveur, et tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, tout le matériel et tout le temps passé, en fait, il est fait sans aucun soutien, zéro, pour l'instant. Et c'est pas possible de pouvoir continuer longtemps sans soutien. Parce que moi, mon but, on en a beaucoup discuté, j'ai dit, moi je veux que l'application soit gratuite, alors j'ai dû le répéter 400 000 fois, mais je veux que l'application soit gratuite parce que je veux que tout le monde puisse l'utiliser, donc que tout le monde puisse voir quelle est la dernière observation qui a eu lieu. Et je connais suffisamment les difficultés de la vie pour savoir que parfois, même 1 euro, c'est compliqué à sortir de sa poche. Donc non, c'est gratuit. Il n'y a pas de, on ne va pas vous demander quoi que ce soit. C'est copyright. Oui, non mais ça c'est un autre... Ça va faire partie des questions-réponses. Mais ce que je veux dire dans le sens où on pourrait tirer un petit bénéfice pour pouvoir ne serait-ce que payer le serveur, payer la maintenance, payer l'achat d'espaces publicitaires, des choses pour faire connaître l'application. Je crois qu'aujourd'hui, on a des gens qui font partie des grands médias et qui sont là pour pouvoir parler de l'application. C'est quelque chose de très très important, parce qu'on revient toujours au fil en aiguille. Il faut qu'il y ait du monde qui puisse l'utiliser de façon à ce que ce soit pertinent. Pour qu'il y ait du monde, il faut que les gens soient au courant, et donc ça passe aussi par une médiatisation de l'outil, que ça sorte des cercles ufologiques. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui travaillent dans d'autres domaines qui vont venir vers nous, notamment parce qu'on a besoin de gens aussi au niveau des groupes d'experts. Mais il faut savoir que des fois c'est pas grand chose, mais vous faire un petit don, ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à faire un petit don, parce que ça permet de garder l'application gratuite, ça permet de payer les serveurs et choses comme ça, éventuellement de rémunérer les gens qui développent. Bon, je les connais pas, mais apparemment c'est des mecs super motivés. Et ça prend beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à faire un petit don si vous avez la possibilité, même à faire un petit clic sur la publicité qui est devant, c'est 1 centime je crois, mais bon, c'est une mentalité qu'on n'a pas en France, parce qu'on se dit, ah là là, attends, si je clique sur la pub, on va me demander mon numéro de sécu, après on va me demander mon truc, après, donc je m'en fous, c'est gratuit, je clique pas. En réalité, c'est pas ça la mentalité c'est que c'est gratuit, mais la seule chose qui permet de rémunérer l'activité, c'est justement d'avoir un gars dans un Auchan, un Carrefour, peu importe, qui va payer 10 centimes parce que tu auras cliqué sur son bandeau. Ça ne coûte rien, il y a une page qui s'ouvre, tu la refermes, mais au moins ça permet de pouvoir, on va dire, pérenniser l'activité. Donc j'ai mis là, votre soutien permet de financer l'achat et la maintenance des serveurs, d'héberger l'ensemble des données, de promouvoir le projet auprès des médias, des réseaux sociaux, de la presse internationale, de contribuer à maintenir l'application gratuite et apporter de tous un grand merci. Et vous aurez en dernière partie les 4 mousquetaires du projet, si tout va bien, que sont Daniel Robin, Najib Khari, Philippe Solal et Cyril Casula. Merci beaucoup Cyril, on peut l'applaudir très fort, il a fait une excellente démonstration. Merci Cyril. Merci à vous.